Salut les Wargamers, c'est Amy de French Wave Studio, votre chaîne de rapport de bataille, tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lexa. pour le Faxemo numéro 2 de la chaîne, pour le coup de la V8, puisque pour rappel, Game Workshop a annoncé qu'ils allaient sortir 2 vagues de fac par an, en plus du Chapter Approve, qui lui arrive en fin d'année. Et là, c'est la Big Fac. Exactement, ouais, c'est la Big Fac qui est arrivée sur le site de Warhammer Community le 16 avril. Et c'est parti, on rentre tout de suite dans le dur de la fac. On se retrouve donc les Wargamers avec cet homme pour l'analyse de la Big Fac. Vous trouverez le lien justement de la page de Warhammer Community qui référencie l'ensemble des facs en description. C'est parti, on commence par justement la grande fac 2018 et qui commence directement par 2 grosses modifications de règles qui étaient en bêta depuis fin 2017. La première est focalisation psychique. À l'exception de châtiment, chaque pouvoir psychique ne peut faire l'objet que d'une seule tentative par tour au lieu d'une par psycheur et par tour. Pour ceux qui jouent en match play, c'était déjà le cas, mais pour ceux qui jouent en narratif, justement, ça va vous obliger à bien choisir, on va dire, le psycheur qui va tenter de manifester un sort, et surtout, vous pourrez le réussir qu'une seule fois. Pour éviter que le jeu narratif soit plus bourrin que le match play, quoi. Clairement, parce que pour le coup, un Wartime x X unité, t'as beau jouer fluff, ça fait mal au fion. En outre, à moins que le psycheur qui tente de manifester châtiment ait l'aptitude confrérie de psycheur, exemple les GK ou confrérie de sorciers, exemple les Thousand Sun ou les horreurs roses, vous devez ajouter 1 à la valeur charge warp de châtiment pour chaque tentative réussie ou non de manifester châtiment qui a déjà eu lieu pendant une phase psychique donnée jusqu'à une valeur charge warp maximale de 11. Donc pour le coup, un 11 est toujours une réussite et c'est important et c'est écrit dans le paragraphe juste après de toute façon. Même si jamais tu dois faire 11, à partir du moment où tu fais au-dessus de 10, c'est un châtiment critique. Tout à fait. C'est vraiment un bon nerf. Le châtiment était vraiment trop fort en termes de blessures mortelles quand on le spammait, surtout pour qu'on désarmait un peu élitiste. Ouais. Donc là, il monte de 1 à chaque fois, il est de plus en plus difficile à lancer, donc c'est une bonne règle. Et c'est bien que Game Workshop l'ait passé de bêta à règle utilisée. Complètement, sans compter que ça nerfe pas non plus de façon débile certaines unités. On parle des confrères de psycheurs qui en général le lancent avec un dé, donc c'est sur un 5+. Ça fait quand même pour une unité qui en général, pour le lancer normalement, est au minimum à 70 points, une chance sur 3 que ça parte. Tout à fait, puis les Chevaliers Gris et le codex des Thousand Sun, qui sont quand même basés sur le psy, ne vont pas être trop nerfés. A noter toutefois que les confrères des psycheurs et les confrères de sorciers ne sont pas nerfés dans ces codex-là, oui, mais que les personnages indépendants psycheurs vont l'être. Du coup, je vous conseille fortement d'utiliser vos confréries de sorciers et de psycheurs après avoir lancé les sorts des gros psycheurs, évidemment. Et c'est ça qui est aussi intéressant, tu as donné l'exemple des Thousand Sun. Pour le coup, c'est une armée qui, on pourrait penser, va être nerf indirectement à cause du châtiment. Maintenant, quand on regarde leur portefeuille de sorts, avec l'ensemble des sorts qui ne sont pas des châtiments, qui sont capables de faire de la mortelle, ils ne sont pas à plaindre non plus. Le codex ne part pas, on va dire, en top dex, en tiers, on va dire bas, justement à cause de ce nerf. Il reste justement largement capable sur une phase de magie de faire 20 mortels avec une liste optimisée. Et donc ça, pour le coup, ça impacte pas trop. La deuxième règle, elle, qui est passée de bêta justement à règle validée et qu'on va devoir appliquer, c'est cibler les personnages. Un personnage ennemi ayant une caractéristique de PV inférieur à 10 peut être pris pour cible à la phase de tir seulement s'il est à la fois visible de la figurine qui tire et l'unité ennemie la plus proche de la figurine qui tire. Ignorez les autres personnages ennemis avec une caractéristique de PV inférieure à 10 lorsque vous déterminez si la cible est l'unité ennemie la plus proche de la figurine qui tire. Donc ça, c'est intéressant puisque ça empêche, on va dire, les écrantages de chaque petit personnage où il y avait certaines listes un petit peu débiles où on jouait plein de personnages et on mettait surtout un Culexus devant et c'est vrai que le seul personnage qui était éligible pour se faire tirer dessus se faisait toucher sur du 6. Il y a quand même une petite coquille sur cette fac en français puisque ici au moment où ils rappellent comment fonctionne la règle de ciblage d'un personnage, ils disent que ça doit être la cible à la fois visible et la plus proche alors qu'en VO, c'est bien ce qu'on avait vu dans le chapter Approve, ça doit être tout simplement la cible la plus proche. C'est encore un bon nerf de la part de Game Workshop, ce qui va éviter un petit peu ces unités D-Star qu'on avait vu apparaître pendant la V7. Et du coup, on va vraiment casser ce côté full perso hyper agressif et on va pouvoir voir plus d'unités. Et c'est vraiment le thème de ces facs de manière générale, c'est la part belle à la diversité. Exactement, non mais c'est intéressant que tu le dises, puisqu'encore une fois, c'était typiquement le genre de liste qui créait des frustrations quand on les affrontait, puisque au mieux, tu pouvais à chaque fois tirer sur un seul personnage. Et les règles n'étaient pas écrites pour ça en fait. Tout à fait. Ensuite, on passe à une partie des règles qui est en bêta, pour le coup pour le jeu égal. Donc là, libre à vous ou non de les utiliser. Elles seront certainement utilisées au studio, tout simplement pour pouvoir émettre des critiques dessus. Je commence tout de suite avec réserve tactique. Au lieu d'être placé sur le champ de bataille au déploiement, beaucoup d'unités ont la possibilité d'être placées dans un téléportarium en orbite haute
ou en réserve, etc. afin d'arriver sur le champ de bataille en cours de partie en tant que renfort. Lorsque vous placez votre armée pendant le déploiement pour une partie de jeu égale, au moins la moitié du nombre total des unités de votre armée doit être placée sur le champ de bataille. Ça, c'est ce dont on avait l'habitude. Et la modification arrive maintenant. Et le total des rangs de puissance des unités que vous placez sur le champ de bataille pendant le déploiement, y compris celles qui sont embarquées dans les transports, doit être au moins la moitié du niveau de puissance total de votre armée, même si chaque unité de votre armée a une aptitude lui permettant d'être placée. Première partie de règle très intéressante, Ouais. ça va permettre d'éviter le fait qu'un prince tyrannide soit en réserve alors qu'on me pose une spore mine sur la table, ce qui fait quand même vraiment un décalage de puissance Ouais. entre ce qui va arriver sur l'ennemi et ce qui est sur le champ de bataille, ce qui est plutôt une bonne règle. Ouais, clairement, on a la même chose avec les GK, hein, on mettait quelques petites pauses, genre des inquisiteurs vraiment low cost pour avoir un nombre de pauses, et Tout on à fait. mettait 1500 points minimum directement en FEP dans la gueule de son adversaire. Règle en plus, où là pour le coup c'est un petit peu plus mitigé. En outre, lors des parties de jeu égales, toute unité qui arrive sur le champ de bataille pendant le premier tour d'un joueur doit être déployée entièrement dans la zone de déploiement du joueur qui la contrôle, même si son aptitude lui permet normalement d'être placé ailleurs. Ça n'est donc plus possible d'être mis à 9 pouces de l'adversaire tour 1, sauf en gros si jamais il a infiltré des unités et qu'on arrive à être à 9 pouces de l'adversaire et aussi dans notre bord de table. Ceci ne s'applique pas à une unité Genestealer culte placée grâce à l'aptitude embuscade du culte, ni aux unités placées après le début du premier round de bataille, mais avant le début du premier tour, grâce au stratagème agent avancé ou frappe depuis les ombres, par exemple. On avait aussi vu la prolifération justement des fameux agresseurs qui étaient infiltrés, ou alors des banques de berserkers qui étaient infiltrés en Alpha Légion. Eux pourront toujours le faire. Et enfin, là pour le coup pas de changement, toute unité qui n'est pas arrivée sur le champ de bataille avant la fin du troisième round de bataille lors d'une partie de jeu égale compte comme ayant été détruite. Assez mitigé sur cette règle. D'une part, c'est quelque chose qu'on avait dans les versions précédentes, donc le fait d'arriver dans les réserves plus tard dans la partie. Malheureusement, je trouve que la contrepartie est un peu forte pour le fait de préserver des unités. Derrière ça, c'est vrai que je trouve que là, Game Workshop a un petit temps de retard, étant donné que dans le jeu, la plupart des joueurs avaient développé le système des cordons, qui Bien permet sûr. d'avoir des unités qui protégeaient des FEP en tour 1. Et il y a beaucoup d'armées, comme les Chevaliers Gris, comme les Blood Angels, qui avaient besoin un petit peu de cet impact tour 1, qui vont être vraiment nerfés. Puisqu'il s'essoufflait très vite en C'est fait. ça. Et c'est vraiment des armées qui vont payer ça assez cher, je pense. Je partage ce que tu dis, puisque pour le coup, on avait ce symptôme du tour 1 trop létal avec l'arrivée de la V8, du temps de l'index. Comme tu l'as dit, je pense que le méta a évolué avec des cordons, avec ce genre de choses, où on est sur une armée, on est sur des matchs un petit peu moins coup de poing, tour 1, même si c'est encore trop vrai aujourd'hui. Ce genre de méthode d'interdire les armées à grosse alpha, d'arriver à 9 pouces de l'ennemi, tour 1, va faire durer la partie un tour de plus. Le problème, ça va être les grosses gunlines qui, eux, sont capables d'envoyer la purée Tout à fait. à longue distance, tour 1. Et on pense tout de suite au top 3 des codex, à savoir Astra Militarum, To et Eldar. Et je n'aimerais pas avoir à tanker avec par exemple une liste Blood Angel, tout ce qui est sur la table, juste pour avoir au moins la moitié de mes points de puissance sur la table, pour pouvoir mettre une compagnie de la mort ou ce genre de grosses bulles, on va dire, arriver, et devoir tanker une Astra, ou alors un Eldar, ou alors un To pendant un tour entier. Parce que c'est rigolo. Alors à l'inverse, on avait une Alpha tour 1 qui, dépendamment de sa puissance, allait couper, on va dire, 500-600 points à l'adversaire et ça allait être dur pour lui de se relever. Là, ça va être l'effet inverse. C'est-à-dire que celui qui va arriver avec une grosse alpha va peut-être avoir du mal à se relever sur son fond de cours, en fait. Et c'est assez intéressant, mais à tester, on va dire, le problème, c'est qu'encore une fois, ça va davantage creuser le delta avec les top codex. Mais je pense que c'est aussi pour ça que c'est une règle qui est en bêta. C'est-à-dire que Games Workshop nous propose des règles et nous dit, voilà, ça c'est quelque chose qu'on envisage et c'est un peu à nous de le tester aussi. Alors pour info, en ETC, toutes les bêtas de Game Workshop vont être autorisées, seul un point auquel on reviendra un petit peu plus tard. Et du coup, ce serait quelque chose qui va pouvoir être testé en tournoi dur. Donc on verra vraiment si c'est une règle qui est intéressante ou pas. Donc stay in touch. Toujours dans les règles qui sont en bêta, on va retrouver la règle frère de bataille. À l'intérieur de chaque détachement de votre armée réglementaire, toutes les unités qui le composent doivent avoir au moins un mot-clé de faction en commun. En outre, ces mots-clés ne peuvent pas être Chaos, Imperium, Aeldari, Inari ou Tyrannide, à moins que le détachement en question soit un réseau de fortification. Ceci n'affecte pas votre faction d'armée. Et ça, c'est très positif, puisque ça montre aussi qu'en ce début de V8, on avait des index, et que maintenant, ils ont couvert 80-90% des codex, et donc on va être encouragé à faire des détachements avec des mots-clés de faction, type, je sais pas, Hérétique Astartes. Tout à fait. Ça veut dire surtout que si vous voulez récupérer certaines unités un peu fortes
d'un codex pour l'allier à votre armée, vous allez devoir prendre des unités un peu taxes autour pour les avoir, et du coup c'est pas mal. Ça va éviter de spammer les unités fortes entre les codex, c'est pas mal. Ouais, carrément, ouais, puisque on avait comme exemple des choses un petit peu débiles, mais tu jouais avec Custodes, 5 Célestines dans le même détachement parce que tu n'avais pas forcément besoin d'avoir le plus en invul, par exemple, quand tu jouais des mecs full bouclier pour avoir une vraie phalange défensive. Tout à fait. Et bah ça, on ne le verra plus, et ça, c'est vraiment appréciable. On continue toujours dans cette Big Fac. On va avoir ensuite des examens provisoires d'équilibrage qui, eux, ne sont pas en bêta, donc on doit les appliquer dès qu'on joue en jeu égal. On va rentrer dans le détail de chacune de ces règles en s'attardant à chaque faction. On commencera bien évidemment par les plus importantes qui sont celles du livre de règles globales. Maintenant, on va s'attaquer aux jeux organisés et aux événements organisés qui sont page 214 du livre de règles, puisque là, il y a eu quand même une grosse modification, puisqu'il y a des recommandations pour les événements organisés, puisque par exemple, jusqu'à 1000 points, votre armée va pouvoir avoir jusqu'à 2 détachements, de 1000 à 2000, 3 détachements, de 2000 à 3000, 4 détachements. Là, pour le coup, on est sur quelque chose un petit peu de standard, ou en tout cas qui était déjà recommandé par Game Workshop. Maintenant, là où on arrive sur quelque chose vraiment qu'on n'avait pas l'habitude de voir, c'est des restrictions, puisque nombre d'exemplaires de chaque fiche technique, dépendamment du format dans lequel on va jouer, puisque jusqu'à 1000 points, ça va être doublette maximum, de 1000 à 2000, triplette, et de 2000 à 3000, forceps, 4 unités, quadriplette maximum. Et ça change tout. Puisque l'exemple typique, c'est que toi, tu es quand même l'exa de l'équipe de France de Warhammer, donc qui a l'habitude de jouer dans un format qu'on appelle le no limit, c'est-à-dire sans aucune restriction. Et là, pour le coup, le TC a décidé d'appliquer cette partie-là. Donc aujourd'hui, le no limit va être plus beau, entre guillemets, puisque il y aura plus de restrictions, des listes un petit peu plus variées. Et oui, adieu les 9 princes tyrannides volants. C'est assez impressionnant de la part de Game Workshop parce que commercialement, on pourrait se dire que c'est presque se tirer une balle dans le pied et c'est une chose qu'ils n'ont jamais faite et ça va donner plus de saveur au jeu et plus de diversité, même dans le no limit, et ça, c'est beau. Ouais, carrément, ouais. Après, personnellement, moi qui suis un joueur du plus à l'imitation, où je préfère tirer le niveau de la puissance des listes un petit peu vers le bas pour donner un petit peu plus de saveur et plus aussi de durée à certaines parties, je trouve qu'ils n'ont pas encore été assez loin. Je trouve que vraiment, triplette par armée jusqu'à 2000 points accentue encore justement certaines armées qui sont trop fortes. On a l'exemple des Dark Keepers qui lui a vu son point augmenter, mais le fait est qu'il y a quand même certaines armées qui vont vraiment être avantagées avec des unités qui sont au-dessus du lot, qui vont pouvoir spam encore à hauteur de x3. Tout à fait. On va dire que c'est un bel effort de la part de Games Workshop, mais on ne sait pas si ça va être suffisant pour le moment. Donc, on va tester et on verra sur les mois à venir si c'est vraiment quelque chose de bien. On passe maintenant justement à l'application des facs sur l'ensemble des factions ou des livres. Là, on va commencer par les plus importantes qui sont celles liées au livre de règles. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va tout de suite s'attarder sur les points majeurs qui vont impacter le jeu. Et ensuite, on déroulera chaque petit point de façon un petit peu plus vite en les survolant et tu donneras ton avis dessus. Je commence tout de suite par la plus grosse modification, en tout cas une des plus grosses modifications qu'il va y avoir, puisque c'est page 243 du livre de règles, puisque désormais, les détachements de type bataillon ne donneront plus 3 mais 5 points de commandement et les détachements de type brigade ne donneront plus 9 mais 12 points de commandement. Ça fait donc que les personnes qui jouent un bataillon auront 5 points de commandement plus les 3 de base, donc 8, et ceux qui décident de jouer une brigade en auront 12 plus 3, donc 15. Et là tu te dis, c'est cool parce que c'est quand même au niveau de la fraîcheur et de la saveur du jeu, les stratagèmes qui font la diff par rapport aux versions précédentes. Et là, le fait d'avoir augmenté le nombre de points de commandement, dépendamment des choix de bataillon, de détachement, et ça va nous permettre d'encore plus les utiliser et de mettre le doigt vraiment sur la partie stratégique du jeu. Tout à fait. En fait, ça va être la part belle vraiment à la diversité. C'est les deux schémas qui demandent le plus d'unités différentes. Donc du coup, qui dit plus d'unités différentes, dit plus d'unités différentes de par les choix, avec plus de points de commandement à utiliser, donc plus de stratagèmes, et c'est une des forces de la V8, parce que c'est fun les stratagèmes à utiliser. Deuxième point aussi que justement on ne va pas faire dans l'ordre, puisque on trouve que c'est un changement qui est majeur, ça concerne justement les renforts, puisque les règles de renfort disent que lorsqu'une unité est placée sur le champ de bataille en tant que renfort, elle ne peut plus se déplacer ni avancer à ce tour, mais elle peut agir normalement par ailleurs, tirer, charger, etc. Et là il y a une question qui dit, l'unité peut-elle se déplacer ou avancer pour toute autre raison? Une aptitude comme commandement de la ruche du Swarmlord, un pouvoir psychique comme temps altéré, Warp Time de la discipline Dark Erecticus ou encore un stratagème comme surcharge métabolique du codex Tyrannide te permet-elle donc après être arrivé des réserves de rebouger? Et là, la réponse est non. Donc c'est encore une fois un point de FAQ qui va nerfer les unités qui arrivent des réserves, puisqu'elles ne vont plus être capables de faire un mouvement pour compenser la distance de 9 pouces pour être quasiment sûr de réussir à charger l'unité ennemie, comme par exemple les motos Eldar. Les lances de lumière, ouais. Les lances de lumière, tout à fait, qui pouvaient arriver directement des réserves, rebouger et charger.
Donc ça va vraiment nerfer ce genre d'unité et permettre de plus se défendre contre ce genre d'attaque. Et ça, c'est vraiment positif, hein. Ou même les trucs débiles, bah, où tu sais, t'avais le fameux anti-tyrannide, t'avais soit les gargouilles, soit le Swarmlord qui tombait, qui à sa phase de tir refaisait bouger une unité. Et ça, c'est vraiment vraiment cool parce qu'il n'y avait pas tellement malheureusement de contre, à part même les cordons en fait qui reculaient à 9, bah, quand tu vois les lances de lumière, exemple que tu as cité, qui bougeaient de 16 derrière, bah, elles pouvaient charger. Là, le seul contre qu'on va avoir, c'est de pouvoir faire des cordons à, on va dire, 3 pouces et demi, peut-être 4-5 pouces maximum, bah, justement d'une unité qu'on ne veut pas se faire impacter. Et comme ça, les socs ne pourront pas passer. Tout à fait. Encore, c'est compliqué dépendamment de la taille de l'unité qui bougerait 2 fois. On reprend maintenant les facs dans leur ordre. On ne s'attaque que sur les nouveautés et non sur l'ensemble des points. Donc les points qui sont en mauve dans le document. Si jamais vous voulez avoir un document plus exhaustif, on va dire sur l'ensemble des facs, je vous invite à regarder aussi la première vidéo qu'on avait fait avec Corbac sur Faxemol, où là on s'attardait vraiment sur l'entièreté des facs. Là on va juste faire le delta, et je commence tout de suite avec une modification de la page 181. Ignorer les blessures. Ajoutez ceci en tant qu'encart sur cette page. Ignorer les blessures. Certaines unités ont des aptitudes qui leur permettent d'ignorer les dégâts subis chaque fois qu'elles perdent un PV. Exemple, affreusement résistant ou la chair est faible, survivant tenace et ainsi de suite. Si une figurine a plusieurs de ces aptitudes, vous ne pouvez en utiliser qu'une seule à chaque fois qu'elle perd un PV. Donc ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir essayer d'annuler une blessure plusieurs fois, comme par exemple avec un 5+, ou un 6+, sur les jets d'affreusement résistant, la chair est faible, etc. Donc ça évite les résistances trop grosses sur certaines unités. Et encore une fois, hein, c'est un nerf qui est logique, qui simplifie le jeu, qui fluidifie aussi les phases, et ça c'est vraiment positif. Ça évite les jets de dés à répétition et c'est très bien. Ensuite, page 183, embarquer, remplacer la première phase par si toutes les unités d'une unité terminent leur mouvement à 3 pouces ou moins d'un transport ami à la phase de mouvement, elles peuvent embarquer à son bord. Petite précision pour les petits malins qui voulaient embarquer un autre moment que la phase de mouvement, ce n'est plus possible. On ne peut pas se téléporter dans le transport autrement qu'en phase de mouvement. Donc, exactement, puisque ce qui permettait de le faire jadis, c'était justement un double mouvement, comme on l'a dit juste avant avec un wartime ou ce genre de choses, ou aussi une consolidation bien faite, hein, puisque pour un peu que tu aies une unité ici et une unité ici, tu mettais ton transport là, tu chargeais là, et pendant ta phase de conso, tu faisais tes 3 pas pour te remettre ici, et tu te remettais au chaud. Ça, c'est plus possible, même si le trick était joli. Ensuite, page 186, le seigneur de guerre. Remplacez la première phase par, une fois que vous avez rassemblé votre armée, vous devez désigner laquelle de vos figurines sera votre seigneur de guerre. Cela ne peut pas être une figurine avec le rôle tactique fortification. Et bien là, monsieur, je m'indigne. Parce que si jamais mon armée d'orques, elle trouve ce bastion en forme de caillou un peu joli, et qu'elle décide que c'est une idole de Gork ou de Mork, elle ne peut pas le vénérer comme seigneur de guerre. Et c'est inadmissible. Je suis d'accord que c'est inadmissible pour les orques. Il devrait y avoir un errata, sauf si ton armée est jolie et que tu as un rocher. Après, ça reste quand même légitime, puisqu'il y avait des petits malins qui s'amusaient à mettre un bastion en seigneur de guerre. Et pour le coup, c'était un petit peu game breaker, quoi. Mais pour les orques, je te rejoins. Et on va militer. Et d'ailleurs, on va militer. Si tu veux... qu'il n'y a pas assez de monde dans la rue en ce moment. On militera pas. Ensuite, non, je le laisserai. Ensuite, page 214, t'as vu, je continue. Événement organisé. Remplacez cet encart par celui qui se trouve à la fin du document. C'était justement ce qu'on a déjà lu sur le nombre de détachements maximum et surtout le nombre d'unités. De datasheet. Exactement, de datasheets multiples. Pareil, ensuite, au niveau des nouveautés, on avait ce qu'on a vu sur la modification des points de commandement pour un bataillon 5 points et une brigade plus 12 de points de commandement. Mais c'est génial. Enfin, moi, plus ça va, plus franchement, ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. On continue cette fois-ci avec les questions-réponses, puisque si une de mes unités tire sur une unité ennemie dont une seule figurine est visible, et si je résous les attaques une par une, tuant cette figurine avant d'avoir résolu toutes les attaques de mon unité, que se passe-t-il pour le reste de mes attaques? Sont-elles perdues? La réponse est non. Vous déterminez le nombre d'attaques que l'unité qui tire effectuera contre l'unité cible avant d'effectuer ses attaques. On a vu ça lors du dernier rapport de bataille. Il y a eu justement cette erreur de règle où, avec mes custodes, je retire d'abord ceux qui sont apportés des épées qui n'avaient pas encore tapé. Et comme il avait déjà fait son mouvement de 3 pouces de mise en contact, il n'était plus apporté de rien. Et c'était une erreur qu'on a faite, puisque grâce à cette fac, on clarifie que c'est le cas. Alors là, ils prennent l'exemple en phase de tir. Il faut savoir que la phase de combat, de toute façon, pointe vers les règles de phase de tir. En fait, c'est pas parce qu'on va faire arme par arme qu'on ne détecte pas, avant de lancer le premier dé, combien de figurines sont apportées. En fait, la résolution arme par arme, c'est pour différencier les armes par rapport à la répartition des damages multiples, des sauvegardes différentes, etc. Et là, par contre, la stratégie va jouer, puisque, je sais pas, un mec à qui il reste un PV, tu vas éviter de lui envoyer un canon laser tout de suite. Tu vas lui dire, tu sais quoi, le petit tir de bolter du sergent,
on va voir s'il peut pas te coucher et je vais entamer un personnage après. Ça favorise en fait le fait que c'est le joueur opérant, donc celui qui fait les attaques, qui va plutôt réfléchir à comment il va utiliser ses armes et dans quel ordre, et ça c'est vraiment une bonne chose. Ouais, carrément, ouais. On continue avec s'agissant des règles qui modifient la caractéristique d'une arme. Comment applique-t-on la modification si la caractéristique est d'une valeur aléatoire? Eh bien c'est tout simple, vous jetez votre dé aléatoire et vous ajoutez la valeur. C'est-à-dire que si on a par exemple, je sais pas, plus un dégât sur un canon laser, eh ben, on va lancer un D6 puisque c'est la valeur de dégâts d'un canon laser. Si on fait 4, on fera 4 plus 1, 5. Ensuite, on n'est pas sur une modification, mais plus sur une clarification, mais qui s'était théoriquement déjà joué comme ça, puisque si deux unités d'infanterie ennemies sont à 1 pouce l'une de l'autre, dans le même élément de terrain, bénéficient-elles tous les deux du couvert contre les attaques effectuées avec des pistolets? La réponse est oui, puisqu'on reste en phase de tir. Malheureusement, c'est un petit peu frustrant parce que c'est pas très logique. Le fait est que les règles sont comme ça et qu'encore une fois, ça simplifie et ça fluidifie les parties. C'est vrai que ça n'a pas un côté très cinématique, mais bon, il faut bien simplifier les règles de temps en temps. Ensuite, si mon armée qui est équipée de pistolets est à 1 pouce ou moins d'une unité ennemie à la phase de tir, mais si l'unité ennemie la plus proche de certaines des figurines de mon unité est une autre unité ennemie. Comment faire justement pour savoir qui peut tirer sur qui? Eh bien, chaque figurine individuelle de votre unité peut tirer avec ses pistolets sur l'unité ennemie la plus proche, que ce soit l'unité à 1 pouce ou moins de la figurine qui tire ou non. En gros, c'est un petit peu comme en phase de tir, c'est pas parce qu'on a des pistolets, si on est équidistant de deux unités, on va pouvoir justement faire ce qu'on veut. C'est ça, qui en fait est une simplification des règles. Oui. Encore une fois, on tranche dans la simplicité. Peut-on utiliser un stratagème d'un codex sur une unité d'un autre codex? Et ça, c'est une question qu'on a beaucoup sur la chaîne, et la réponse est oui, à condition que l'unité ciblée par le stratagème ait le mot-clé approprié. Alors, cette clarification est très intéressante parce que quand vous constituez une armée, vous avez le droit à différents détachements qui vont pouvoir être de factions différentes, ce qui respecte les règles de Frère de bataille. ce qui respecte les règles de frères de bataille de la Big Fac. Et du coup, au sein même de ces différents détachements, si vous avez des mots-clés comme par exemple Adeptus Astartes qui vous permettent d'utiliser les différents stratagèmes, vous allez pouvoir les utiliser dans ces armées. Exactement. Alors, c'est quand même précisé que ça ne marche pas pour les démons et les tyrannides. À noter quand même que pour les démons, c'était le fait de pouvoir par exemple mettre en réserve je sais pas, un Mortarion d'un autre codex puisqu'il a le keyword démon. Faut quand même pas oublier que par contre, les auras et les sorts, eux, fonctionnent si les keywords Tout à fait. sont respectés. Donc il y a toujours des stratégies qui sont possibles pour ces deux codex. Mais oui, comme tu l'as dit, c'est vraiment quand on va exploiter la règle des frères de bataille qu'on va pouvoir créer des petites synergies assez sympas, notamment sur l'Imperium. C'est-à-dire qu'on accepte les combos et ça c'est cool. Ensuite, si les deux joueurs ont des stratagèmes ou des aptitudes qui sont utilisées au début du premier round de bataille, mais avant de commencer le premier tour. Par exemple, si les deux joueurs utilisent des stratagèmes avancés du Codex Space Marine, qui résout son aptitude en premier. Sauf indication contraire de la règle en question, les joueurs tirent au dé et en commençant par le gagnant, résolvent ces règles tour à tour, l'un après l'autre. Et ça, c'est quand même pas mal, puisque en fait, comme en général, excuse-moi, on sait qui va commencer, c'est une occasion de pouvoir bloquer l'autre, et souvent, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Et là, le fait de déporter ça sur un jet de dés, c'est un petit peu en s'en remettre aussi à l'aspect aléatoire, mais on va avoir une chance sur deux de contrer, en fait, ce genre de choses. Moi je pense que ce qui est bien surtout, tu vois, c'est que ça fait apporter une clarification et du coup il y a un choix de games qui a été fait de dire on tire au dé et comme ça il n'y a pas trop de questions qui Ouais, restent c'est posées vrai. et ça reste dans la continuité de la simplicité. Alors oui, ça va vraiment avantager dans certains cas un des deux joueurs, mais je vois difficilement comment faire mieux. De toute façon, avantager celui qui a le plus gros chat, c'est toujours bénéfique. Ensuite, petite clarification assez intéressante sur les jets d'advance, puisque les règles pour avancer un disque indiquent qu'on jette un dé et qu'on ajoute le résultat à la caractéristique de mouvement des figurines de l'unité pour cette phase de mouvement. Si pour une raison quelconque une unité peut avancer puis se déplacer normalement à la même phase de mouvement, avec des aptitudes qu'on a déjà citées tout à l'heure, le chiffre ajouté à ses caractéristiques de mouvement quand elle a avancé s'applique-t-il encore quand elle effectue un mouvement normal? Par exemple, si j'ai une unité dont la caractéristique de mouvement est 6 pouces, elle advance et j'obtiens 6 sur mon jet de dés, alors sa caractéristique de mouvement fait 12. Si elle se déplace à nouveau à la même phase, sa caractéristique de mouvement est-elle encore de 12 ou pas? La réponse est oui. Notez qu'une unité ne peut pas avancer plusieurs fois à la même phase de mouvement et donc que la caractéristique de mouvement d'une unité peut être modifiée qu'une seule fois de cette manière. Et c'est très bien que ça soit clarifié puisque ça veut dire que c'est le premier jet d'advance qui va te permettre vraiment, qu'il va falloir booster si jamais tu le rates avec un petit chamallow pour ça. Et c'est une bonne clarification. Et encore une fois, c'est une simplification et encore une diminution du nombre de jets de dés. On a une seule modification du mouvement et elle s'applique pendant les autres phases.
Et c'est plutôt bien. Ça accélère le jeu et ça évite les jets de dés Ouais, inutiles. carrément. Ensuite, si un stratagème demande de choisir une unité de son armée au début du tour, ai-je le droit d'en choisir une qui n'est pas encore sur le champ de bataille parce qu'elle a été placée dans un téléportarium pendant les déploiements par exemple? Et la réponse est non, sauf si le stratagème précise le contraire. Et ça, c'est vraiment pas mal puisque on pense par exemple à un Kaldor Drago qui est en téléportarium et il y a pas mal de joueurs qui faisaient l'erreur de se dire il est dans le téléportarium mais c'est pas grave, au début du tour, je dis j'aurai plus un à mon invul et Drago arrive, il a une de plus. Et ça va un petit peu couper l'herbe sous le pied justement ce genre d'unité un petit peu débile qui fait qu'il ne pourra pas avoir de 2 plus au tour où il arrive. On reste encore dans une volonté de nerfer un petit peu, de rendre un peu moins fortes les unités qui vont arriver en frappe en profondeur, des réserves, et ça, c'est une bonne chose aussi. Ouais, carrément, ouais. Si je place une unité sur le champ de bataille en tant que renfort à la fin de ma phase de mouvement, ai-je ensuite le droit d'utiliser des stratagèmes qui s'emploient à la phase de mouvement? Et la réponse est non, sauf si le stratagème dit le contraire. C'est une clarification logique d'une chose qui était déjà appliquée de manière générale, mais c'est bien de le dire clairement. Exactement. Si on utilise un stratagème pour retirer une figurine du champ de bataille pour la replacer ensuite, la figurine conserve-t-elle les effets persistants, par exemple un bonus à une de ses caractéristiques conférée par une aptitude? Et la réponse est non. Et cette phrase paraît complètement anodine de se dire si le mec est mort et que je le fais revenir, est-ce qu'il a encore son buff psychique? Le problème, c'est que là, c'est des boosts de caractéristiques conférés par une aptitude, mais ça veut aussi dire d'un sort. Et ça veut dire, je repense à mes petits GK, on va avoir Kaldor Drago et un portail, une unité, je sais pas, de GK de base de strike, qui va utiliser point d'acier. Ils se font téléporter par Drago. Au moment où ils reviennent sur la table, ils ont perdu point d'acier. C'est assez étrange. C'est une clarification qui ne permet pas d'une certaine modularité dans l'utilisation des pouvoirs psychiques, donc je trouve ça un peu bizarre. À la base, à mon avis, elle a été écrite pour nerfer les trucs débiles, genre une vague de traite qui fait revenir des mecs qui avaient déjà, par exemple, plus un pour blessé. Ouais. Mais là, ça nerf, dans la façon dont c'est écrit en français, ça nerf en tout cas certainement quelque chose qui n'avait pas été choisi pour être concerné. Ensuite, il y a une petite clarification sur le fait de réussir ou pas une action de charge. On rappelle qu'il faut terminer son mouvement à moins d'un pouce pour être considéré comme ayant une charge réussie. Je passe ensuite au suivant. Quand une unité qui a le mot-clé vol déclare un mouvement de charge contre une unité située à l'étage d'une ruine, doit-on prendre la distance verticale quand l'unité effectue son mouvement de charge? La réponse est non. Une unité qui a le mot-clé vol ignore les distances verticales quand elle effectue un mouvement de charge. Notez cependant que l'unité qui charge doit quand même être à 12 pouces ou moins et qu'on mesure directement de socle à socle en comptant la diago pour voir l'éligibilité de la charge. Et ça, c'est une très très bonne clarification. Je trouve que cette clarification donne vraiment encore une fois la part belle aux unités qui ont le vol et qui n'ont pas vraiment besoin de manière générale d'être EP. Là, elles peuvent se téléporter quasiment directement en mouvement de charge dans les étages. Je trouve que ça les rend un petit peu fortes encore. Je pense aux motocustodes, je pense aux princes tyrannides qui sont déjà des unités vraiment costaudes dans le jeu. Je suis pas ultra convaincu par ce point de clarification. Le fait est que pour le coup, là c'est écrit, il faudra mesurer en ligne droite directement et pas en diago. Pour le coup, la clarification suivante est plus mitigée, encore plus mitigée, pardon. Si une unité déclare une charge contre une unité ennemie qui est entièrement au niveau supérieur d'un élément de terrain, comme une ruine, une structure sector mechanicus, etc. Et si elle ne peut pas finir son mouvement de charge physiquement à 1 pouce ou moins d'une figurine de l'unité ciblée, parce qu'il n'y a pas assez de place pour disposer l'unité qui charge, ou parce que l'unité qui charge est incapable de terminer son mouvement sur le niveau supérieur en raison des règles de terrain avancées de l'élément, comme c'est le cas dans une ruine par exemple, est-ce que la charge rate? Et la réponse est oui. Et c'est un petit peu bizarre puisque ça va un petit peu à l'encontre de la règle figurine chancelante. Et surtout, ça veut clairement ouvrir la porte à de l'anti-jeu où on va sursaturer un étage, regarder le gars qui est juste en bas comme un con et dire mon gars, tu pourras pas me charger parce que tu pourras pas poser ta figurine. C'est une ruine qui peut en plus être sujette à plein de problèmes entre les joueurs. Donc pour le coup, je trouve qu'elle va à l'encontre de manière générale de ce que Game Workshop a voulu faire, c'est-à-dire simplifier les règles. Et c'est vraiment la porte ouverte à beaucoup de choses. Et par exemple, en ETC, là, elle est soumise au vote du conseil des capitaines et elle va probablement être sortie du corpus de règles. Donc c'est le seul point de toute la Big Fac qui ne va pas être probablement utilisé à l'ETC. Et je conseille vraiment aux organisateurs de tournois ou d'événements ou même de parties amicales de ne pas utiliser cette règle. De ne pas utiliser cette règle, clairement, ouais. Et encore une fois, mettez-vous d'accord aussi sur les types de décors avant la partie. Et éviter les choses débiles où, encore une fois, c'est exactement ce que tu viens de dire, le mec va surcharger un étage et l'autre va juste être comme un con comme ça et c'est de l'anti-jeu en fait. C'est pas pour ça qu'on joue à Warhammer. Ça va à l'encontre du jeu.
On continue ensuite avec qu'en est-il des règles qui ajoutent des figurines des unités existantes? Dois-je payer les points de renfort pour ces figurines? La réponse est non, à moins que la règle dise le contraire ou qu'ajouter des figurines porte l'unité au-delà de sa taille de départ. C'est-à-dire qu'on t'autorise à ressusciter tes potes sans payer de points, mais pas en rajouter ceux que tu n'avais pas payés. Donc c'est assez logique comme règle. C'est complètement logique, ouais. Ensuite, certaines règles comme censeur d'alerte anticipée du codex Tau Empire, le stratagème vigilance constante du codex Adeptus Custodes ou le stratagème Scan Specs du codex Space Marine permettant aux unités de tirer sur les unités ennemies qui viennent d'arriver sur le champ de bataille en tant que renfort, comme s'il s'agissait de la phase de tir. Si l'unité qui arrive des renforts est un personnage, l'unité qui tire peut-elle la cibler même s'il ne s'agit pas de l'unité ennemie la plus proche? La réponse est non, bien évidemment. Ensuite, et celle-là est vraiment intéressante, si l'unité arrivant en renfort a une autre unité embarquée à son bord et qu'elle doit débarquer après être placée, exemple le drop pod, l'unité qui tire peut-elle cibler l'unité quand elle débarque? Et la réponse est non. L'unité peut tirer uniquement sur le drop pod ou le Tyrannicide dans le cadre des tyrannides. Et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est génial parce que le drop pod sert à quelque chose du coup. Exactement 80 et quelques points. Ça On va permet peut-être de en revoir. En protéger tout cas, une ouais. unité qui va permettre d'arriver sur le champ de bataille et de faire quelque chose. C'est plutôt une bonne règle. Carrément, ouais. Puisqu'en fait, si tu veux, avec le méta qui évolue, la V8 qui gagne en maturité, les joueurs qui gagnent en maturité, ça devient aussi de plus en plus difficile de faire des belles FEP. Puisque quand tu arrives à 9, en général, d'une escouade de dévastateurs, derrière, tu prends la foudre. Et là, le drop pod, comme tu viens de le dire, va peut-être justement permettre de revenir un petit peu dans la mode. Même si, encore une fois, il y a beaucoup de failles, comme le fait de tout simplement le charger et d'être au chaud. C'est ça. Ensuite, on passe au transport. Je vais aller relativement vite puisque est-ce que si un transport se déplace, les figurines embarquées dedans sont-ils considérées comme s'étant déplacées? La réponse est oui. Ils auront donc un malus pour tirer s'ils ont des armes lourdes. Et si un transport avec l'aptitude découvert, exemple le truck, est apporté d'une aptitude d'aura, les unités embarquées en sont-ils sujets? La réponse est non. Ensuite, on revient justement aux règles qui demandent aux gens d'avoir au moins 50% de leurs entrées sur la table et aussi au moins 50% de leurs points de puissance. Là, il y a une clarification qui dit que les unités embarquées comptent bien évidemment comme étant sur la table. Ou à contrario, s'ils sont je sais pas, dans un véhicule qui n'est pas sur la table, elles ne comptent pas comme étant sur la table. Ce qui est vraiment bien de la part de Games Workshop parce on précise les règles de renfort dans tous les sens et c'est vraiment intéressant. Ça coupe de tout doute. De tout doute et c'est bien, on gagne vraiment en précision sur ce genre de règles. Carrément, ouais. Ensuite, les unités peuvent-elles embarquer dans un transport à une autre phase que la phase de mouvement en utilisant le stratagème harcèlement du codex Craftworld ou en effectuant une action explosion d'âme pour se déplacer à nouveau? Et la réponse est bien évidemment non, on l'a vu tout à l'heure, à moins que la règle en question précise que l'unité peut embarquer dans un transport. Et là, on pense au stratagème Drukhari qui permet de le faire. Ensuite, il y a une petite clarification justement sur les personnages qui ont des aptitudes d'aura par rapport aux modifications des unités avant qu'ils prennent l'aptitude d'aura. Là, il donne l'exemple des tests de commandement, puisque si on applique certains malus à une unité et qu'il y a un personnage qui donne son aura, en fait, d'abord on applique ses malus et après on prend l'aura. Donc en gros, on annule un petit peu les malus. Mais ce qui va dans le sens justement du buff de ces personnages. Ce qui est précisé aussi, c'est à moins que le personnage soit apporté, par exemple, du malus, ou du bonus même, tout dépend, donc c'est bien précisé, c'est bien clair. Carrément, ouais. Ensuite, il y a de nouveau une petite clarification justement sur les aptitudes qui sont utilisées après le déploiement, enfin au moment du premier round de bataille, mais avant le premier tour de joueurs, puisque les deux joueurs devront tirer un dé et le gagnant pourra justement commencer à activer une unité et après ça sera alterné. Ensuite, si une unité commence sa phase de mouvement à 1 pouce ou moins d'un ennemi, peut-elle utiliser les règles qui la retirent du champ de bataille avant de la replacer, comme l'attitude balise de téléportation ou le pouvoir psychique portail d'infinité? Et la règle est oui. Ensuite, certaines aptitudes et stratagèmes confèrent des bonus chaque fois qu'un jet de touche donne 6+. Par exemple, si une arme avec une aptitude disant cette arme touche automatiquement sa cible, est-ce que j'effectue quand même un jet de touche pour voir si jamais je gagne ce bonus? Et la réponse est non. Si jamais on touche auto, on n'a pas le droit de lancer le jet de dés pour le faire. Par contre, petite particularité quand même, quand une unité de démon n'a pas à faire un test, on a quand même le droit de faire un test à la phase de morale pour voir si on relève des figurines grâce à la bannière. Et ça, c'est sympa. Ensuite, si une règle indique qu'on peut choisir une unité pour la faire combattre à nouveau, qu'est-ce que cela signifie exactement? Répétez toute la phase de combat pour cette unité, choisissez l'unité pour la faire combattre, faites-la engager, choisissez sa cible, choisissez son arme de mêlée et résolvez ses attaques de corps à corps, puis faites-la consolider. C'est-à-dire qu'on va rejouer toutes les sous-phases de la phase de combat, vraiment le fait de faire 3 pas de mise en contact, taper, retirer les figurines et faire 3 pas de conso.
Tout à fait. À noter également que, comme nous dit le point suivant, si jamais on veut utiliser cette unité qui pourrait combattre 2 fois contre une autre unité, il faut avoir préalablement déclaré une charge sur cette unité. On n'a pas le droit de combattre et d'attaquer une unité qu'on n'a pas chargée, même si on peut taper 2 fois. Et même si on a raté sa charge, excuse-moi en fait, ça veut dire qu'en gros, la deuxième unité, on n'a pas à finir son mouvement à moins d'un pouce à partir du moment où ils l'ont dit déclaré. On l'a déclaré en tant que charge. Bon, on a bouffé les tirs de contre-charge, hein, et il faut qu'elle ait été à 12 pouces au moment où on a déclaré la charge. Ça, c'est aussi important. On sera, justement, elle sera éligible justement pour être retapée. Il y a un autre point ensuite qui clarifie aussi le fait que quand on peut tirer 2 fois avec une arme, est-ce qu'on doit tirer sur la même cible? Il y a écrit, sauf indication contraire, l'unité peut tirer sur une cible différente chaque fois qu'elle tire. Les attaques sont résolues à la suite. Résolvez complètement la première attaque de tir avant de résoudre la deuxième. Ensuite, il y a une petite clarification pour les figurines qui sont équipées par exemple d'une épée tronçonneuse qui, pour rappel, permet d'effectuer une attaque supplémentaire avec, et d'autres armes. Est-ce qu'on doit l'utiliser au moins une fois pour avoir ce petit bonus? Et la réponse est non, vous pouvez utiliser toutes les autres armes et uniquement faire l'attaque supplémentaire avec votre épée tronçonneuse. Ensuite, on s'attaque aux clarifications liées aux missions, puisque quand on mesure les distances depuis ou vers un pion objectif, mesure-t-on en diagonale, c'est-à-dire en prenant en compte les distances verticales et horizontales. On précise quand même que c'est toujours qu'on mesure du centre de cet objectif. Le fait est que là, la réponse est oui, on mesure donc en diagonale. Tout à fait, ça vous permet par exemple d'avoir des unités qui sont déployées sur un étage, en hauteur ou en diagonale, de contrôler quand même un objectif qui serait au sol. Si l'étage est à 3 pouces. Si l'étage est à 3 pouces, tout à fait. Ensuite, certains stratagèmes et aptitudes sont utilisés avant la bataille. À quel moment précis les utilise-t-on? La partie débute quand les joueurs commencent l'étape de déploiement d'une mission. Tous les stratagèmes et aptitudes qui sont utilisés avant la bataille doivent être alors utilisés avant cette étape. On pense par exemple au fait de transformer un capitaine en maître de chapitre. Ou comme le fait de dépenser des points de commandement pour débloquer plusieurs ligues dans un codex. C'est des choses que vous allez faire à ce moment-là. Ensuite, souvenez-vous que si les deux joueurs souhaitent utiliser des aptitudes avant la bataille et si la règle n'indique pas explicitement l'ordre dans lequel on doit les résoudre, les deux joueurs jettent un dé et c'est celui qui gagne qui devra commencer à faire, on va dire, une action. Ensuite, l'étape de déploiement d'une mission est-elle considérée comme une phase en termes de règles? La réponse est non. Notez que cela signifie que les règles de jeu égale discipline stratégique, c'est-à-dire le fait de ne pouvoir utiliser un stratagème qu'une seule fois par phase, ne s'applique pas aux stratagèmes qui sont utilisés pendant le déploiement et qui peuvent être utilisés autant de fois qu'un joueur le souhaite, à condition qu'il ait assez de points de commandement pour les payer et que le stratagème ne précise pas qu'on peut l'utiliser alors qu'une seule fois par bataille. Et ça, c'est fort. Hein. C'est très bien, ça va permettre surtout d'avoir des armées fluff comme l'Alpha Légion ou la Raven Guard qui vont pouvoir infiltrer plusieurs unités, ce qui respecte vraiment leur historique. Non, carrément, ouais. Ensuite, certaines unités ont une aptitude disant que les figurines de l'unité doivent être déployées ensemble, mais qu'elles sont traitées ensuite comme des unités séparées. La question en fait après de se dire, est-ce que si on en pète une sur les X de la même unité, on va penser par exemple à un escadron de tanks côté Astra, ça représente une seule pause, ça représente une seule entrée au sein de sa liste. Par contre, une fois que c'est sur la table, il suffit d'en péter un seul pour avoir par exemple un kill point ou alors tout simplement premier sang. Et enfin, on termine avec une petite clarification au niveau de la règle mort subite qui, pour rappel, à partir du tour 2, si jamais vous avez sur la table que des unités qui ont le rôle aéronef, vous êtes considéré comme ayant été table rasée. Le fait est que là, une clarification qui pose la question si ces fameux aéronefs sont des transports et qu'ils ont une unité à l'intérieur d'eux, est-ce qu'on est quand même considéré comme étant rasé? Et la réponse est oui. Dans ton cul. On s'attaque maintenant aux facs des armées. On va aller dans l'ordre justement du site Warhammer Community. On va commencer par les Tau. Les Tau étant une armée assez récente, il n'y a pas de magenta au niveau de leur fac puisque tout est paru en même temps le 16 avril. On va les survoler très rapidement. On commence tout de suite par un errata de la page 93 avec le commentateur X86 Cold Star Battlesuit qui a changé son option d'équipement puisque remplacer le premier point par peut remplacer son canon à induction surcadencé et sa nacelle de missile par 2 objets de la liste, arme de tir et ou système de soutien. En fait, avant, c'était formulé d'une différente manière puisque c'était son canon d'induction et ou sa nacelle de missile par 2 objets. Et donc, en fait, il y avait des petits malins qui s'amusaient à faire le et ou et qui donc pouvaient l'amener jusqu'à 5 armes. Maintenant, c'est clarifié. Le seul problème, c'est qu'on perd un petit peu en termes de malléabilité sur comment est-ce qu'on va l'équiper, puisqu'en général, on voulait enlever sa nacelle de missile pour juste garder son canon à induction et lui mettre d'autres armes. Et là, on va être obligé aussi de dire bye-bye à sa petite Gatling. Ensuite, il y a une petite modification au niveau du cyclo harasseur Hayon qui ne change absolument rien par rapport en fait aux personnes qui vont comparer les facs au wording de leur bouquin de règles. Il faut savoir que Game Workshop applique dans ses facs les modifications de traduction et les traduisent dans tous les pays. Si jamais les traducteurs avaient
avaient déjà bien fait leur traduction, on va dire, ou avaient déjà corrigé certaines coquilles au moment de la conversion dans notre langue, en tout cas le français, ça veut rien dire. Des facs ne sert à rien. C'est exactement ça. Ensuite, page 127, le set Dalit, camouflage adaptatif, remplacer le texte de règle par une unité avec ce précepte bénéficie du couvert, même en étant à découvert. Une unité avec ce précepte qui se déplace pour une quelconque raison perd le bénéfice de ce précepte jusqu'au début de sa prochaine phase de mouvement. C'est une clarification en fait qui va être assez logique. Ça veut dire que même au tour 1, si on n'a pas bougé, on va pouvoir bénéficier du bonus de couvert. Ce qui est vraiment plaisant, c'est encore une fois dans cette logique globale de ces facs de rendre le tour 1 moins violent. Alors clairement, puisque en fait là où avant il y avait un petit doute, c'est qu'il ne fallait ne pas s'être déplacé. Sauf que si c'est votre adversaire qui avait le tour 1, vous ne vous étiez pas déplacé, mais ça n'était pas en fait une action de votre part. Et donc dans certains cadres de jeu, on va dire que vous n'étiez pas considéré comme un couvert puisque vous n'avez pas bougé, mais c'est parce que vous n'aviez pas l'opportunité de le faire. Là, quoi qu'il arrive, vous l'aurez. Ensuite, on va avoir tir concentré, remplacer le texte de règle par utiliser stratagème après qu'une unité 7 taux de votre armée a attaqué une unité ennemie à la phase de tir et que cette unité a fait perdre un ou plusieurs PV à l'unité ennemie. Ajoutez 1 au jet de blessure pour les attaques effectuées par d'autres unités 7 taux de votre armée qui ciblent la même unité. Encore une clarification sur la fameuse perte de points de vie. Il faut vraiment perdre le point de vie. Si jamais il est sauvegardé par un film open, on ne peut pas appliquer ce stratagème. Exactement, puisque dans l'ancien wording, et ça c'est quelque chose qu'on va voir plus globalement sur l'ensemble des codex, avant le wording était blessure non sauvegardée. Sauf que derrière, en fait, si vous ne perdiez pas votre PV grâce à un extrêmement résistant, la personne pouvait quand même appliquer les effets bénéfiques. Il faut vraiment que le PV ait été retiré pour justement en profiter. Ensuite, on passe cette fois-ci à la clarification liée aux questions-réponses. S'agissant de l'aptitude feu redoublé du cadre Fireblade qui signifie exactement peuvent effectuer une attaque supplémentaire. Cela signifie que les joueurs peuvent effectuer un jet de touche supplémentaire pour chaque figurine et non le fait de tirer 2 fois, passant donc ses armes de tir rapide 1 à tir rapide 2. Là non, ça serait tir rapide 1, donc 2 tirs plus 1 à courte portée, et donc 3 tirs par tête de pipe. Ensuite, il y en a d'autres, mais qui sont plutôt logiques, on va dire, dans leur interprétation. C'était serment des traductions pour d'autres langues. On va terminer l'étau avec peut-on utiliser le stratagème percer et nettoyer contre une unité qui a reçu 3 pions désignateurs laser ou plus. Je m'explique. En gros, les 3 pions désignateurs laser vont permettre d'ignorer les bonus liés au couvert de l'adversaire, et le stratagème dont il parle permet d'avoir un bonus pour les unités à couvert. Et la réponse est oui. C'est-à-dire que vous êtes à couvert, vous n'avez plus de couvert et le stratagème taux fonctionne. Vous l'avez profondément dans le cul. Son fort, c'est Mérou. On passe maintenant à nos amis les nécros. Je suis pas mal de robots, pourtant je m'entraîne tous les jours. Les hommes de métal. je commence. On va pas rentrer dans le détail, on va juste noter qu'il y a une petite clarification sur la catacombe barge, puisque en fait on va dire qu'on va mesurer les distances et du socle et de la figurine comme un aéronef. Et ça c'est assez intéressant parce que c'est certainement un des seuls cas où le socle est des fois plus large que la figurine. Probablement dû au fait que la figurine est légèrement décalée par rapport au socle. On ne sait pas. Mais bon, on appliquera la règle. Ensuite, et là pour le coup c'est important, modification de la règle Cryptech Technomancien, page 89, remplacer l'aptitude par Technomancien, ajouter 1 au jet de protocole de réanimation pour les figurines des unités Dynastie amies à 3 pouces ou moins d'un ou plusieurs Cryptech. C'était assez logique, mais évidemment, ça ne se stackait pas. Oui, carrément, ouais. Ça, on n'avait pas vu dans le codex. Oui, clairement. Ouais. Ensuite, on a une petite clarification au niveau de destruction méthodique. C'est la même chose en fait. En gros, il faut qu'une unité ait perdu un PV et pas seulement que la blessure n'ait pas été sauvegardée. Ensuite, on a un boost des personnages nommés et traits de seigneur de guerre. Et ça, c'est vraiment cool puisque ça va impacter Illuminator, Seras et Anrakir, votre Traveler. Puisque si c'est notre seigneur de guerre, on remplacera le mot-clé du trait de seigneur de guerre de Dynastie à Nécron. Et donc, on va élargir, on va dire, le fait qu'ils peuvent donner des buffs multi-détachements. Tout à fait, ce sont des chefs de faction globale de la faction Nécron, donc c'est bien qu'ils puissent booster tous les types de dynasties. C'est plutôt cool comme règle. Carrément. On passe maintenant au Drukhari. Drukhari, pareil, le codex a été sorti récemment. On va quand même resurvoler les facs, même si jamais il n'y a pas de magenta dedans. On commence tout de suite par une énorme modification, puisque page 103-104, les Talos et le Chronos gagnent le mot-clé vol. C'est logique par rapport à leur gueule de figurine. Maintenant, c'était peut-être un petit peu la seule faille de cette unité, c'est qu'une fois locale, elle ne pouvait pas désengager et tirer, et maintenant elle peut. Et oui, ils volent. Pareil, ils chargent. Et pareil, exactement, tu as fait de raison de le dire, il charge. Et mine de, c'est aussi un boost pour la version corps à corps. Ensuite, page 118, Alliance d'Agonie, qui était le stratagème qui permettait de choisir un personnage dans l'ensemble des détachements et de leur donner un trait de seigneur de guerre. Et comme on l'a vu justement précédemment dans la fac, les stratagèmes qui sont hors phase peuvent être spammés. Donc là,
toujours logique, ils ont rajouté que le fait qu'on ne peut utiliser ce stratagème qu'une seule fois par bataille. Parce que normal, ça nerf un petit peu le stratagème, c'est cool. Surtout qu'il est déjà super cool, hein, celui-là. Ensuite, on va avoir un boost aussi de la façon dont les Drukhari vont pouvoir récupérer les stratagèmes avec une modification de la page 125, stratagème implex. Tant que votre seigneur de guerre est sur le champ de bataille, jetez un D6 chaque fois que votre adversaire et vous dépensez un point de commandement pour utiliser un stratagème. Vous gagnez un PC pour chaque 6 obtenu. Alors c'est assez rigolo parce que là pour le coup c'est un point, on récupérera un point de commandement pour chaque stratagème, même s'il est multi-point de commandement. Là, pour le coup, c'est peut-être une des seules armées où c'est encore et l'adversaire et nous sur l'utilisation justement des stratagèmes. Par contre, alors que pour beaucoup d'armées, ça a été clarifié que c'était un nombre de points de commandement dépensés qui était restitué. Là, pour le coup, c'en est un quoi qu'il arrive, mais dans les deux sens. Tout à fait. On passe maintenant à ton armée de cœur, mon Lexa, à l'Astra Militarum. Les Black Templars. Ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus, ça. En tout cas, il y a eu une modification des points justement au sein de cette fac. C'est quelque chose qu'on a voulu mettre au sein de chaque codex. On commence donc tout de suite par le commissaire qui a vu sa valeur en points passer de 30 à 15 points. Et le Lord Commissaire qui a vu sa valeur en points passer de 50 à 30 points. Là, vous verrez dans le document que le nerf de l'exécution sommaire est toujours en rose, en magenta. C'est quelque chose qu'on avait déjà couvert dans la précédente vidéo, donc on ne va pas s'attarder dessus. Qu'est-ce que tu penses néanmoins de cette baisse de coût en points? C'est-à-dire que le commissaire avait été enterré. Là, ils ont décidé de sortir un de ses doigts Je pense que c'était celui-là. Ouais, et ça ne marche pas, parce qu'ils ne servent toujours à rien, qu'ils soient à 15 points ou même à 5 points. Taxe de brigade, le fait est qu'on ira, je pense, chercher en élite un astropathe ou ce genre de figurine. Ouais, mais même, tu vois, un commandant de peloton à 20 points, qui va pouvoir donner des ordres, tout sera plus efficace, donc ça ne sert vraiment à rien. En revanche, le seigneur commissaire à 30 points, ça c'est vraiment cool, vu qu'il va être utile grâce au trait de seigneur de guerre qui va permettre de seulement perdre un des 3 gars en cas de test de morale, parce que vraiment la faiblesse de la garde, le moral, si tu prends pas des Valhalla avec la M45 de Petrov, tu pourras prendre le seigneur commissaire. Est-ce qu'on peut pas dire d'ailleurs que le moral c'est un petit peu la faille de l'homme? Tu deviens poète ce soir. C'est beau. Fred Game Studio change complètement de ton. On passe sur une chaîne de philosophie. C'est ça, et ça c'est beau. Qu'est-ce que tu penses de la mort des démons? Et un des points qui est cool aussi, c'est que par exemple, le gantelet en gardien peut passer à 8 points dans le chapter approuve. Ouais. Pour 38 points, on a un gars qui va toucher à 3 plus avec des attaques de gantelet. Il te surprend ce coup. Sympa, ouais, franchement, il devient vraiment pas mal. On passe ensuite justement aux modifications qui sont liées à la fac. On va commencer par la règle Behemoth d'acier, puisque ça va impacter le Baneblade, le Banehammer, le Banesword, le Doomhammer, le Hellhammer, le Shadow Sword, le Stormlord, le Stormsword. Tous les super lourds gardes impériales. Tous les super lourds gardes impériales. Ça va de la page 118 à 125. Je taquicarde. Remplacer la troisième phrase par « Elle peut aussi tirer avec ses armes, sauf en état d'alerte, si des unités ennemies sont à 1 pouce ou moins d'elle. » Je continue. Toutefois, seuls les bolters lourds jumelés ou lance-flammes lourds jumelés peuvent cibler les unités à 1 pouce ou moins. Ces autres armes, en l'occurrence sa principale, doivent tirer sur une autre unité. Et c'est vrai, et les canons laser. Alors du coup, c'est une règle qui est vraiment bien, parce que actuellement, un super lourd de la garde impériale, quand il était chargé par une unité adverse, tant que des mecs le chargeaient, il continue de tirer. C'est-à-dire que si jamais tu avais une première unité qui est chargée, tu tirais dessus en contre-charge, une autre, tu tirais dessus en contre-charge, et ainsi de suite. Ça va permettre de faire des petits mouvements où tu vas bloquer d'abord le Baneblade avec une unité, puis emmener par exemple un personnage et tout. C'est très compliqué de charger un super lourd avec un personnage. Donc là, c'est vraiment pas mal. Derrière, heureusement qu'il est nerfé parce qu'avec la fac qui limite les datasheets par 3, ouais. Les super de la garde impériale ont pris un up phénoménal. Ça va être parmi les mal alpha du méta actuellement. Donc là, ça va vraiment les diminuer un petit peu. Ouais. C'est déjà pas mal. Ensuite, on va avoir écrasé-les, à savoir que c'est un petit stratagème qui va permettre de toucher sur du 2 au corps à corps avec un véhicule. Là, maintenant, on doit remplacer la première phase par utiliser ce stratagème au début de votre phase de charge. Tout à fait, comme on a vu précédemment dans les FAQ, ça va marcher que pendant ton tour. Donc ça va faire que par exemple, au hasard, ton Shadow Sword ne va faire ses 9 attaques qui touchent à 2+, que pendant son tour, et c'est déjà pas mal. Quand pendant ton tour. Oui, vu que c'est moi qui joue garde impériale. Ensuite, on passe à tir croisé. C'est la modification qu'on rencontre depuis tout à l'heure, à savoir un stratagème qui, en général, va buffer une autre unité une fois que l'unité cible a été victime d'une blessure non sauvegardée. Et bien maintenant, en fait, il faut qu'elle ait perdu un PV pour qu'on puisse bénéficier de ce bonus. On passe au point suivant, qui concerne l'Aquila de Kurov. Il faut que le porteur soit sur la table et non seulement en vie pour pouvoir récupérer des points de commandement, ce qui est dans la logique de tout ce qu'on a vu précédemment. Carrément, j'enchaîne avec la page 139, la relique de la défunte Kadia. Remplacer la deuxième phrase du texte de règle par une fois par bataille. Le porteur peut révéler cette relique au début de n'importe quelle
tour. C'était déjà théoriquement utilisé une seule fois par bataille. Là, c'est définitivement clarifié. Ensuite, on passe à grand stratège. En gros, on va remplacer la deuxième et la troisième phrase du texte par en outre, si votre armée est réglementaire et si votre seigneur de guerre est sur le champ de bataille, jetez un D6 pour chaque point de commandement que vous dépensez pour un stratagème et sur 5+, le point de commandement est immédiatement restitué. Ils ont juste précisé qu'il fallait utiliser un D6. Et il y avait quand même des petits malins qui s'amusaient à mettre un D20 là-dedans. Ensuite, on passe à l'Adeptus Mechanicus avec une modification de la page 95 de Graia, refus d'abdiquer. Ça impacte son dogme, puisque lancer un D6 chaque fois qu'une figurine avec ce dogme est tuée ou fuit. Sur un 6, la figurine refuse d'être vaincue. Soit la figurine n'est pas tuée et il lui reste un point de vie, soit la figurine ne fuit pas. La grande différence se fait donc sur les blessures à multi-PV, ça va être moins fort que précédemment, étant donné qu'au lieu d'annuler clairement ta blessure, là tu vas juste revenir avec un PV. Ouais, carrément, ouais. Ensuite, il y a une modification de Cranaugure, sauf qu'on ne l'a pas comprise. Alors, le problème de ce stratagème, c'est qu'il sous-entend qu'on peut l'utiliser n'importe quand et qu'il te dit qu'on peut faire une phase de tir, ce qui pour un PC serait aberrant, étant donné qu'on pourrait l'utiliser n'importe quand, un nombre de fois infini en phase avant. Mais la manière dont il est écrit, il a plus l'air d'être là pour regarder des petits objectifs, tirer mieux quand il fait nuit et autres. Donc on pense que c'est juste que ça a été mal fichu. Donc, Ouais, clairement, il n'y a pas vraiment de clarification aujourd'hui sur ce stratagème-là. Comme tu l'as dit, hein, on a juste l'impression que ça va te permettre d'ignorer les malus des scénarios et pas de pouvoir faire une phase de tir. Donc un stratagème qui sera plus utilisé dans le cadre de parties narratives, tout simplement. Clairement. On passe maintenant aux Space Marines de l'Imperium de l'Humanité avec une augmentation de points de Papa Reboot, puisque historiquement dans le codex il était à 360 points, ensuite avec le Chapter Approve il est monté à 385 points, et là avec cette Big Fac il est passé à 400 points. Ouais. Est-ce que c'est pas fort? Est-ce que c'est pas de l'acharnement? Ouais, bah Reboot Guilliman, c'est un peu comme le baril de pétrole, tu vois. Il fait que de monter, on a l'impression qu'on ne pourra jamais l'avoir, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution du méta, historiquement, on va dire au début de la V8, au début du Codex SM, on avait vraiment des grosses bulles avec Reboot, un Predator, des Deva Lascan, des fois des Centurion Lascan, pourquoi pas aussi des escouades de Diesel Blaster autour de lui? Ou 5 Stormhaven, maintenant 3 peut-être. Est-ce qu'il va encore être présent sur les tables et est-ce que surtout, même avec justement maintenant le nerf sur les triplettes max, est-ce que c'est encore judicieux d'augmenter sa valeur en points et donc de le rendre quasi inaccessible pour 400 points? J'ai peur que ce soit un peu cher 400 points pour booster toute ton armée, surtout qu'en plus avec le nerf de nombre de datasheets, tu auras peut-être moins d'unités à booster. Personnellement, j'attends de voir, surtout qu'en Space Marine, tu vas peut-être avoir envie de jouer à Ravengard actuellement pour te rapprocher de l'ennemi avec les unités qui tirent bien. Donc, est-ce que Reboot Guilliman aujourd'hui est une figurine très forte dans le méta? Personnellement, j'en suis pas convaincu, donc l'augmenter en points, est-ce que c'est utile? Pas vraiment. On commence à rentrer cette fois-ci dans la fac avec le trait de seigneur de guerre, remplacer le premier paragraphe corps du texte. Si le seigneur de guerre de votre armée est un personnage Space Marine, vous pouvez choisir son trait de seigneur de guerre dans le tableau ci-dessous, blablabla. Il y a une modification, avant c'était si c'était un personnage Adeptus Astartes. Je pense que c'était pour éviter le fait que par exemple des Dark Angels prennent des traits sur une guerre ou autre, ça a l'air d'être quelque chose de ce genre-là. Ensuite, on passe à la page 199 avec Adepte du Codex. Tant que votre seigneur de guerre est sur le champ de bataille, jetez un dé à chaque fois que vous dépensez un PC pour utiliser un stratagème sur 5+, ce PC est immédiatement restitué. Toujours la même problématique, pour récupérer des points de commandement, il faut être sur le champ de bataille et pas juste en vie. Carrément, ouais. Ensuite, on passe maintenant aux clarifications. Et pour le coup, il y a quand même un beau boost au niveau des missiles flak et des obus Hellfire. Pour rappel, c'est les petits stratagèmes que vous utilisez au moment où vous allez tirer soit avec un lance-missile, soit avec un bolter lourd, qui vont vous permettre de réaliser, et c'est assez bizarre parce que c'est présenté comme ça, un seul jet de touche par phase. Et si jamais ça touche, de faire un des 3 blessures mortelles. Or, ici, il précise qu'avec le petit chérubin, on va être capable de retirer et de bénéficier du stratagème qu'on avait utilisé sur le premier shoot. Et donc, avec le chérubin, de pouvoir faire 2 des 3 blessures mortelles. Et là, ça devient assez fort. Et donc, on va voir l'apparition, ça fait 3 fois qu'on fait cette putain de séquence, on va voir l'apparition, peut certainement dans les escouades de débat, pas forcément de Lascan, mais peut-être d'un bolter lourd et d'un lance-missile, pour pouvoir lancer 3 des 3 blessures mortelles avec cette unité. Et c'est vraiment pas mal, hein. Pour 2 PC, c'est cool. C'est plutôt sympa. Et en plus, moi, je trouve que ça va dans cette logique, tu sais, de rajouter plus de points de commandement avec les détachements. Et du coup, ça t'encourage à utiliser un peu plus les petits stratagèmes un peu bonus que tu n'utilisais pas avant. Et là, tu vas avoir plus de points de commandement pour en utiliser plus. Et encore plus, et c'est cool. Carrément. Et puis, c'est un boost aussi indirect au Space Marine qui, parfois, faisait un petit peu la gueule, autre que la Ravengard.
On passe maintenant au Space Marine du chaos. On commence tout de suite par une modification qui est appliquée au Chosen, page 136, avec un petit up de leur équipement, puisque tout Chosen peut prendre un objet de la liste armes de mêlée. On va donc être capable de faire une petite escouade de corps à corps, même si ça va pas révolutionner le metagame. Ça permet aux gens qui veulent jouer fluff d'avoir une petite unité un petit peu couteau suisse là-dedans. Faut quand même noter au niveau de cette fac qu'il y a un petit bug puisque Chosen supplémentaire peut remplacer son bolter par un objet de la liste arme spéciale ou arme lourde. C'est un Chosen supplémentaire. On a décidé de pas être con, de dire que c'était un. C'est à savoir que le 1 est présent en anglais, c'est juste un souci de traduction au niveau de la fac française. Ensuite, on passe au Hellbrut qui voit, on va dire, son potentiel d'équipement un petit peu étoffé, puisque cette figurine peut remplacer chaque point de Hellbrut par un marteau de Hellbrut et ou un fléau énergétique. Ça veut vraiment dire qu'on va être capable de choisir l'arme main gauche et l'arme main droite en fait, et pas être bridé par un wording qui faisait que si on voulait le fléau, on devait s'asseoir sur quelques petits équipements. Ensuite, après s'être assis sur le point du Hellbrut, on va passer à la modification du stratagème vague de traite qui, pour rappel, permettait de ramener à la vie une unité. Il est maintenant précisé que c'est une seule fois par bataille. Et ça, c'est appréciable. Oui, c'était vraiment très fort de pouvoir faire revenir une unité de cultistes qui était un peu trop endommagée pour avoir encore plein de cultistes. Une seule fois par bataille, c'est déjà pas mal, donc c'est une bonne modification de stratagème. Carrément. Ensuite, petite modification au niveau de tir fatal, puisque avant tu pouvais augmenter les dégâts, maintenant tu dois augmenter donc, les dégâts. C'est pas mal. Ensuite, on passe au Noise Marine avec une petite clarification. En gros, celle qui nous a fait marrer, c'est le fait que si un Noise Marine est tué et qu'il utilise la faculté musique de l'Apocalypse, il va être capable d'utiliser des grenades. Et alors que normalement, en phase de tir, une seule figurine va pouvoir balancer une grenade, là, dès qu'il y a un mec qui meurt et qui utilise ça, il va pouvoir balancer plein de grenades. Et du coup, une symphonie d'Apocalypse à la grenade, c'est une musique de film digne de nos meilleurs films d'action américains. On passe maintenant au Tyrannide. On commence par une modification de poids. Tu fais vachement bien le Tyrannide. Avec une modification. C'est Prince Volant. Ah ouais, c'est vrai. Et Prince Volant, c'est simple, t'as pris 20 points. Puisqu'il est passé de 170 à 190 points. Et le Biovore, lui, est passé de 36 à 50 points. Certainement pour nerfer un petit peu les blessures mortelles qui peuvent être à foison, on va dire, dans ce codex. C'était deux des unités les plus fortes du jeu. Donc maintenant, c'est deux des unités les plus fortes du jeu, mais elles valent un peu plus cher. C'est donc cohérent. Ensuite, quelques petites facs, puisqu'on va avoir une modification de champ de sport, page 119, remplacer la première phrase du texte par utiliser ce stratagème après que les deux armées se sont développées, mais avant le début du premier round. Du coup, c'est le stratagème pour poser des sports, et du coup, il va être utilisable avant que la partie commence, au lieu de pendant la phase de déploiement, donc avant la bataille, tout simplement. D'accord, donc en gros, on saura qui commence. Et pour rappel, si jamais on a tous les deux des unités qui ont la même logique, on lancera un dé et celui qui gagnera pourra en placer une et ça sera ensuite du déploiement alterné. Ensuite, il y a quelques lignes qui servent à rien puisque c'est déjà bien traduit en français, donc en fait ils ont juste paraphrasé le codex. Là par contre ils amènent une clarification qui est très intéressante puisque si un personnage ayant un tableau de dégâts et utilise le stratagème frénésie meurtrière qui va lui permettre, même s'il est mort, de pouvoir retaper, quelle tranche de son profil on utilise. Et là, il est clarifié que le personnage est traité comme ayant un seul point de vie. Alors, c'est un gros nerf par rapport au stratagème, puisque souvent, il va taper comme une moule. Le fait est quand même que c'est une clarification qui était nécessaire, aussi bien au sein du codex Tyrannide que sur l'ensemble du codex, puisque ce n'est pas les seuls à avoir ce genre de logique. Ici, malheureusement, c'est applicable au codex Tyrannide, mais au moins dans la logique, ça sera peut-être plus facile aux arbitres de trancher si jamais ils ont ce genre de règles qui leur arrivent. Tout à fait, c'est le genre de FAQ qui est vraiment très agréable parce qu'on avait une zone de flou et du coup, c'est bien de la changer du coup là. Carrément, ouais. Et enfin, on termine avec si une unité est sous l'effet du pouvoir psychique paroxysme, peut-on utiliser le stratagème contre-offensive sur elle? Et la réponse est non, parce qu'elle n'est pas éligible pour combattre jusqu'à ce que toutes les autres unités éligibles l'aient faite. Donc, pour rappel, paroxysme est une malédiction qu'on va mettre sur un ennemi et qui va faire qu'il tapera obligatoirement en dernier. Et ici, il serait mis en comparaison avec le stratagème contre-offensif qui fait qu'après qu'une unité est tapée, on va être capable de taper, donc d'intercepter, on va dire, s'il y a plusieurs unités qui chargent. Pareil, c'est un point de vue qui est donc bien tranché, enfin, en tout cas tranché, c'est-à-dire que le paroxysme n'est pas contrable, donc il est fort. Ouais, carrément. Ouais. Ensuite, on va passer au Thousand Sun, et d'ailleurs, ce chapitre, je vais le faire comme ça. Il n'y a pas grand-chose à dire. Comme ça pendant tout le chapitre? Oui, des Thousand Sun, ouais. Ça va être assez rapide puisqu'il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que l'éclair du changement est une valeur de charge warp qui est passée de 9 à 8. Et ça, c'est pas mal puisqu'il n'y avait pas beaucoup de psycheurs qui allaient le lancer, on va dire, parce que 9, ça reste quand même assez compliqué en termes de stats.
Et au moins, là, ça va pouvoir être plus utilisé, surtout quand on voit le nerf du châtiment avec le +1 qui se stack. Ensuite, au niveau de la Death Guard, pas mal de modifications. La première est pas énorme, mais en tout cas, elle est sympathique quand même. C'est le fait qu'un prince démon peut avoir un Crash Pest s'il ne modifie pas son équipement de base, à savoir serre et épée. Et ça, c'est cool puisque ça lui fait un petit lance-flamme de la peste, donc un petit lance-flamme lourd, force 5, PA-1, relance d'1 pour blesser puisqu'arme de la peste. Une petite arme de tir sympathique, c'est toujours ça de bon à prendre. Et ce petit Crash Pest, malheureusement, va pas faire avaler la pilule aux personnes qui jouent des Pox, puisque les Pox sont un petit peu nerfés, en tout cas par leur faculté pouvoir rip-up, dépendamment de est-ce qu'on utilise un stratagème ou pas. Alors quand tu dis totalement nerfé, tu veux dire enterrer plus bactère, c'est ça? Un petit peu ce qu'ils avaient fait à l'Astra 2 semaines après la sortie du codex. Puisque est-ce que tu remues le couteau dans la télé comme ça? Puisque on va devoir payer en points de renfort les Pox qui pop et qui dépassent la valeur initiale de l'unité, pas la valeur maximum, la valeur initiale. Donc le petit stratagème qui faisait en gros que l'unité Pox n'était pas ciblable et que en gros il faisait rip-hop les figurines cultistes qui étaient à côté, par exemple un affaire Pox, tout ça, n'est plus jouable. Tous les joueurs qui jouaient à Pox, Farmville Simulator, à amener vos zombies, tout ça, c'est fini. Walking Dead, c'est que à la télé, les gars. Grave. Ensuite, il y a par contre un up de nuage de mouche, puisqu'il y a une clarification de savoir si un personnage qui a moins de 10 PV peut être ciblé s'il est sous l'effet de nuage de mouche par une unité qui a par exemple la faculté de tirer dessus, même si ça n'est pas la figurine la plus proche, comme des snipers. Et ben non, ça c'est assez sympa. Nuage de mouche prend le pas sur les figurines snipers. Moi j'ai envie de te dire que c'est presque cinématographique, si tu veux. Parce que la lunette du sniper te permet de repérer le personnage dans la masse. Mais comme il y a des mouches. Et là, vu qu'il y a des mouches qui bougent ta lunette, il l'a dans le cul. Et boum. Ensuite, on passe au démon. Pas de gros changements, si ce n'est que férocité inexorable est reformulée, mais il n'y a pas de news. Que les plaques drones, et ça c'est sympa, gagnent le keyword plaque bearers. Et donc vont pouvoir être boostés par les petits stratagèmes, les sorts et surtout les petits personnages. Le féculent, donc la forêt, elle voit son coût en points monter puisqu'elle passe de 50 à 85. Et un petit nerf quand même puisqu'elles ne peuvent plus être posées à moins d'1 pouce d'un décor. Ce qui est assez rigolo, alors que dans le codex, sur la photo, on voit que l'arbre est sur un décor. Donc, exactement, ouais. C'est un petit peu particulier. Autre chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure aussi, c'est que dans les règles globales, enfin dans les facs globales, il est précisé que toutes les unités qui invoquent des figurines qui n'augmentent pas les effectifs d'une unité doivent être payées. Donc le petit connard sur son escargot va devoir payer non plus 50 mais 85 points pour faire popper une forêt. Et c'est un petit peu dommage parce qu'il coûte un petit peu cher ce petit gars sur son escargot. Et on va clôturer avec nos amis les Eldar, qui ont par contre vu leur coût en points grandement augmenté. En tout cas, on va avoir les Dark Reapers qui sont passés de 5 à 12 points. Donc 7 points d'augmentation qui fait passer leur coût en points de 27 à 34 points pièce, soit 270 points avant à 340 maintenant les 10. C'est un gros nerf en termes de points, mais qui pour moi n'est pas suffisant quand tu vois la puissance de l'unité. C'est-à-dire qu'un joueur qui en jouait 10 continuera d'en jouer 10. Et c'est un petit peu dommage en fait. Pour moi, c'est pas leur valeur en points qu'il fallait changer, c'était leur faculté à toujours tirer sur 3. Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que pour l'Eldar, on voit une tentative de Games Workshop de le saper l'Eldar. Et clairement, ils sont en retard parce que, notamment par exemple, les lances de lumière, les Dark Reapers qui sont un petit peu nerfés, mais pas tant que ça, les serpents qui n'est pas du tout touché alors que c'est un des meilleurs véhicules du jeu. Un meilleur tank du jeu. Ouais, un des meilleurs tanks du jeu. Et toutes ces unités qui font que le codex est très fort. Pareil, c'est une armée qui n'est pas sensible au fait de jouer des triplettes, ou plus que des triplettes. Donc l'Eldar, il y a une tentative de le nerfer, mais je pense pas qu'elle sera suffisante pour détrôner cette armée des top codex. Ouais, carrément, ouais. Au niveau de l'augmentation des points, on a aussi le Farseer à pied qui est passé de 100 à 110. Le Spirit Seer et le Warlock qui ont pris 20 points. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces nerfs en fait qui ne concernent que les piétons? Alors, en fait, dans les grosses listes de tournois Eldar, tout l'intérêt, ça va être de prendre les personnages à pied et de les mettre dans un serpent justement pour diminuer le nombre de pauses, pour avoir en fait de la maniabilité au niveau de tes pauses, pour essayer de commencer, enfin d'avoir le +1 sur GD pour commencer. Et du coup, ils sont nerfés, tout cela, mais pas tant que ça. Donc c'est des petites augmentations en points et ils seront quand même toujours joués, je pense, par les joueurs Eldar. Ouais, carrément. Au niveau aussi des nerfs qu'on va retrouver chez les Eldar, il y a pas mal de reformulations au niveau de la fac, mais rien de transcendant. Par contre, il y a un nerf au niveau des Inari, en tout cas de Yvette, puisque c'est la seule à pouvoir lancer le sort Parole du Phénix, qui est passé d'une charge Warp 7 à une charge Warp 8. Maintenant, n'oublie pas que Yvette a +1 pour lancer son sort, et en gros, elle pourra lancer une explosion d'âme sur une unité amie à 18 pouces sur du 7. Qui reste quand même très correct. Ça va juste demander un petit peu plus de skill au joueur Eldar pour garder son petit chamallow pour un reroll à ce moment-là. C'est clairement un tout petit nerf.
mais une tentative, encore une fois, Ouais. de nerfer l'Eldar. On a l'impression qu'ils essayent un petit peu de les enfoncer sous terre, mais non, grâce à leur souplesse, c'est de la merde. On a donc terminé avec cette Big Fac, mon Lexa, donc cette fac de début d'année, ou en tout cas de premier trimestre de Warhammer 40 000 version 8. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est quand même, en tout cas, une belle prise de conscience de Game Workshop d'avoir nerfé certaines choses qui étaient un petit peu débiles. C'est pas forcément fait de façon juste, ou en tout cas, ça va pas forcément vraiment couper l'herbe sous le pied des choses qui sont trop fortes. Le fait est quand même que c'est une tentative qui est appréciable. On voit qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a des choses qui sont mises en place. Alors après, la question c'est est-ce que ça va suffire? Je pense qu'on est sur le début d'un tâtonnement de la part de Games, de voir ce qui est très violent en termes de jeu. On va voir s'ils continuent comme ça dans le futur. Et en tout cas, ils se sont mis sur une bonne route, sur le bon chemin pour commencer à équilibrer leur jeu. Et par rapport à ce qu'on s'est dit au début de vidéo sur le fait de plus pouvoir arriver à 9 pouces de l'ennemi au tour 1, est-ce que tu penses pas encore une fois que ça va trop favoriser les top decks de Gunline où ils sont capables de tout mettre tour 1 à longue portée? Très clairement, ça va encore plus favoriser les armées qui tirent très fort, qui sont déjà celles qui sont très fortes dans le jeu. Après, aujourd'hui, on voyait un petit peu la garde impériale baisser en termes de puissance dans le jeu, en termes de nos limites. Là, clairement, l'interdiction des triplettes, ça la fait remonter parce que les super lourds vont être très durs à gérer pour les adversaires de manière générale. Ça va pas renverser l'équilibre des codex, je pense, en termes de puissance de feu. Le Tyrannide va rester très fort, l'Eldar va rester très fort. Le Custode est toujours une bonne armée, par exemple. Mais ça va au moins donner un aspect plus joli sur les armées un petit peu de nos limites et voir apparaître un peu plus de diversité sur les tables de jeu. Et ça, c'est toujours cool. Donc ça reste quand même une bonne chose, je pense, c'est fac dans l'ensemble. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. En fait, même en no limit, on va avoir des listes qui seront plus jolies, entre guillemets, ou en tout cas pour la plupart plus jolies, sauf celles qui jouent 4 figurines. Tu parlais des super lourds, hein, puisque bah, c'est des listes qui de toute façon s'axent autour de ça. Maintenant, on pourrait aussi revoir avec le Codex Cto qui est sorti, où tu mettais 15 escouades de cibleurs avec X armes spé dedans, et bah là ils seront limités à 3, et donc tu vas avoir des listes un petit peu plus jolies en tout cas de ce côté-là. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup Lexa d'avoir fait ce De rien. Fac Zemol 2018 avec moi. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Si vous voulez continuer de supporter Fred Games Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Et on vous dit à plus les Wargamers. Salut les Wargamers. Déconcentre pas, je suis en vidéo. Qu'est-ce que je veux dire sur les scènes? Oh non, mon nom. Salut les Wargamers. Salut les Wargamers. Salut les Wargamers. Moi je te suis dans tes conneries, moi je me sens seul avec toi. Tu te sens seul avec moi? C'est beau ou pas? Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas? Non, pas du tout. Donc que je ne pense pas? Pas du tout. T'es pas un démon. D'accord, on commence maintenant avec... D'accord. D'accord. Ah, d'accord. Il craque. J'en ai marre. Putain de FAQ de merde. Mon duel brut qui peut donc avoir un petit peu ce qu'il veut sur chaque main. Et c'est beau. Moi je pense qu'il fallait pas discriminer les ailes brutes comme ça, c'est dommage. Donc, Complètement, ouais. Non, plus sérieusement, ça va... Ça veut vraiment dire qu'on va être capable de... Exactement, ça veut vraiment... Bah, en plus, en vrai, si tu veux le fléau, tu prends un badon, quoi. Oh là là là. Tu pourras l'enlever, celle-là. Je sais pas. Et c'est vraiment pas mal, puisque bah, on va peut-être voir justement dans les escouades d'Eva un bolter lourd et un lance-missile, puisque... Et un putain de bébé mort volant. Et ça choque personne. Et ça choque... Les mecs, ils mettent pas une fourrure en putain de Space Wall, parce que derrière, ils ont des assos sur le cul, tu mets un bébé Arrête, on va mort. se faire embrouiller par la pétale, là, putain. Pas de bébé mort, pas d'animaux, tout va bien. Pas de panique. Ne paniquez pas, on contrôle la situation. Putain.